Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à une compétence cruciale, mais souvent invisible dans le monde du travail. Oui, c'est toute la différence entre l'application un peu mécanique d'une tâche et le développement d'une vraie expertise. On a tous déjà suivi des procédures, appliqué des règles à la lettre, mais que se passe-t-il quand on prend un vrai temps d'arrêt pour analyser non seulement ce qu'on a fait, mais pourquoi on l'a fait de cette manière? C'est un muscle qui se travaille et qui est, disons, souvent un peu laissé de côté dans des environnements très normés. Et pour explorer cette idée, on a deux documents particulièrement intéressants. Le premier, c'est un cadre théorique qui décompose ce qu'on appelle la réflexivité. Oui, on a parcours en 5 étapes. Ça va de la simple description des faits jusqu'à une transformation de l'identité professionnelle. Une sorte de carte, en fait. C'est ça, une carte pour comprendre où on se situe dans sa propre pensée. Et pour que cette carte ne reste pas juste abstraite, on a un deuxième document, le récit très factuel d'une infirmière qui décrit la prise en charge d'un patient. Voilà. Notre mission donc, utiliser ce cadre théorique comme une grille de lecture, presque comme des lunettes à rayons X, pour analyser ce témoignage. L'idée, c'est de comprendre ce qui caractérise une pratique non réflexive en voyant ce qui manque. Prêt à décortiquer ça? C'est une excellente approche. Alors, avant de plonger dans le cas pratique, posons juste les bases de ce cadre. L'idée centrale de ce voyage en 5 niveaux, c'est de passer d'un discours qui se contente de raconter l'action à une analyse si profonde qu'elle peut changer notre manière de nous voir en tant que professionnels. D'accord. Et le but n'est pas du tout de juger, mais de comprendre un processus, une maturation de la pensée. Des sortes de paliers de conscience à franchir. On peut voir ça comme ça. Le premier niveau, c'est le plus évident, l'inspectif. On s'en tient aux faits bruts. J'ai fait ci, puis c'est passé ça. Le point de départ. Indispensable. Mais c'est aussi un piège si on n'en sort pas. Le deuxième niveau est analytique. Là, on commence à creuser. On analyse l'écart entre ce qu'on voulait faire et ce qui s'est passé. Je voulais obtenir A, mais j'ai obtenu B. Pourquoi? On passe du quoi au pourquoi ça n'a pas marché comme prévu. C'est ça. Puis vient le niveau 3, le critique. Et là, c'est le grand tournant. Ah, On ne questionne plus seulement l'action, mais les croyances, les valeurs, les postulats qui se cachent derrière. On se dit, attends une minute, je pars du principe que, mais est-ce que ce principe est toujours valide? ça doit être l'étape la plus inconfortable. C'est de loin la plus difficile et on verra pourquoi. Le niveau 4 est positionnel. On prend de la hauteur et on prend conscience de son propre rôle dans un système plus large. D'accord. Comment mon statut, mon pouvoir, ma place dans la hiérarchie, comment tout ça influence mes actions. On sort de l'individuel. Exactement. Et enfin, le niveau 5 est transformatif. C'est la synthèse de tout le reste. On intègre les apprentissages pour changer durablement sa pratique, sa vision. Désormais, face à ce type de situation, je sais que je réagirai différemment. Bon, le cadre est clair. Alors allons-y, plongeons dans le concret. On a ce récit d'une infirmière qui s'occupe de Monsieur B, un patient hospitalisé pour une infection respiratoire. Je résume les faits. On vous écoute? D'abord, elle prépare et administre les médicaments. Le patient lui dit qu'il est fatigué, il n'a pas envie de les prendre maintenant. Elle insiste, son argument c'est la prescription du médecin. D'accord. Ensuite, elle prend ses constantes. Tout est normal, elle note tout. Plus tard, elle revient pour la toilette. De nouveau, le patient est réticent. Il dit être essoufflé, il préférerait attendre. Mhm. Elle refuse en invoquant cette fois l'organisation du service. La toilette est donc faite au lit et elle termine son récit par cette phrase, écoutez bien, la prise en charge du patient a été réalisée conformément au protocole en vigueur dans le service. Une conclusion qui est en fait la clé de tout le récit. Eh bien, honnêtement, si je lis ça sans notre grille d'analyse, ma première réaction c'est de me dire, c'est un travail propre et efficace. Non. Les soins ont été faits, les protocoles suivis, je ne vois pas le problème au premier abord. Et c'est une réaction tout à fait normale. Parce que ce récit correspond parfaitement à notre définition culturelle du travail bien fait. Voilà. Mais si on chausse nos lunettes théoriques, ce qui saute aux yeux, c'est que ce témoignage est une illustration presque chimiquement pure du niveau 1. Du niveau descriptif. Oui, c'est un cas d'école. Parce qu'elle ne fait comme liste que des actions sans aucune interprétation. Hein. Exactement, le discours, c'est une chronique factuelle. Regardez les verbes. J'ai préparé, j'ai administré, j'ai procédé, j'ai noté. C'est un relevé d'opération. C'est ça. Il n'y a aucune place pour son propre ressenti, ses doutes. Elle ne dit pas « il semblait en détresse » ou « j'ai senti une résistance ». Elle dit « il a indiqué qu'il préférait attendre ». C'est clinique, froid. On dirait un rapport d'incident. C'est presque ça. Et le cadre théorique nous donne des marqueurs très précis du niveau 1 qu'on retrouve ici. Le premier, c'est ce récit factuel. Le deuxième,
Et c'est le plus important, c'est ce que la théorie nomme l'attribution externe, L'attribution externe, c'est-à-dire le fait de mettre la cause de ses actions à l'extérieur d'elle-même. vous mettez le doigt dessus. Quand elle dit c'est la prescription du médecin ou c'est l'organisation du service. C'est exactement ça. À chaque fois qu'un point de friction apparaît, la justification est extérieure. Ce n'est jamais « j'ai jugé que c'était mieux d'eux », c'est toujours « je suis obligé d'eux à cause d'eux ». Elle ne se positionne pas comme une professionnelle qui prend une décision. Non, elle est une exécutante d'ordres qui viennent d'ailleurs. Le protocole n'est pas un guide, c'est un bouclier. Un bouclier contre la responsabilité en quelque sorte. La responsabilité de la décision, oui. Et le troisième marqueur du niveau 1, c'est la recherche de solutions immédiates. Le problème se présente, le patient hésite et il est résolu de la manière la plus directe. En appliquant la règle. Voilà. Il n'y a aucune tentative de comprendre la cause profonde de l'hésitation. Pourtant, il le dit, la fatigue, l'essoufflement. D'accord, c'est très clair. Elle est donc dans une forteresse de justification factuelle. Comment est-ce qu'on commence à percer une brèche pour ne serait-ce qu'atteindre le niveau 2, l'analytique? Pour atteindre le niveau 2, il aurait fallu qu'elle analyse l'écart entre son intention et l'effet réel de ses actions. Son intention, on peut le supposer, c'était de bien soigner Monsieur B. Bien sûr. Mais l'effet probable de son insistance, c'est un patient qui ne se sent ni écouté, ni respecté. Le décalage entre l'intention et l'impact est immense. Absolument. Une réflexion de niveau 2 aurait pu ressembler à « Mon objectif était de suivre la prescription pour sa sécurité. Mais je me rends compte qu'en insistant, j'ai créé une tension et nié son inconfort. Comment ma routine a-t-elle pu transformer un acte de soin en rapport de force ?» Ah oui, on sent déjà un vrai changement de posture. Alors, arrivons à ce fameux niveau 3, le niveau critique. Vous avez dit que c'était le grand tournant. Qu'est-ce qui le rend si difficile? Il est difficile parce qu'il demande de questionner les fondations même de sa pratique. Les choses qu'on considère comme des évidences. D'accord. Dans son récit, l'organisation du service et le respect des protocoles sont des vérités absolues, non négociables. Une réflexion de niveau 3 l'aurait amené à se poser des questions. Déstabilisantes. Du genre? Du genre, je me rends compte que j'agis en partant du principe que l'efficacité de l'organisation prime sur le bien-être ponctuel du patient. Est-ce que cette hiérarchie de valeurs est toujours juste? Qu'est-ce qui est le plus thérapeutique ici? Un médicament à 10 heures pile ou créer une relation de confiance? C'est une question puissante, et on voit bien qu'elle ne se la pose jamais. Non, la conformité au protocole suffit à valider son action. C'est pour ça que c'est un tournant. C'est le moment où l'on questionne ses propres définitions. Qu'est-ce qu'un bon soin? Pour elle, la réponse implicite est un soin qui suit les règles. C'est un excellent exemple, on comprend mieux le saut qualitatif. Et logiquement, elle n'atteint pas non plus le niveau 4, le niveau positionnel. Non, elle a l'air de subir le système, les prescriptions, l'organisation, plus que de l'analyser. C'est un très bon point. Elle est un rouage du système, mais elle ne regarde jamais la machine dans son ensemble, ni sa place dedans. Une réflexion de niveau 4, ça serait de penser « Mon statut d'infirmière, ma blouse blanche, me confère une autorité sur Monsieur B, qui est lui en pyjama, vulnérable. Comment est-ce que j'utilise ce pouvoir ?» Et cette analyse de la dynamique de pouvoir, ça doit s'appliquer partout. Un enseignant face à un élève, un manager. Est-ce une contrainte absolue? Ou bien est-ce qu'elle avait la possibilité de décaler la toilette de 30 minutes? Elle ne se pose même pas la question. Exactement, elle s'enferme dans un rôle passif. Ce qui nous amène tout droit au dernier niveau, qui semble du coup totalement hors de portée. Aucune transformation n'est possible. Non, Sa conclusion est une boucle qui se referme. La prise en charge a été réalisée conformément au protocole. C'est presque une auto-absolution. c'est une validation. Elle ne dit pas « la prochaine fois, je tenterai une autre approche ». Elle dit « mission accomplie ». Le cercle est clos. Il n'y a aucun apprentissage. Une conclusion de niveau 5 aurait pu être « cet incident m'a appris que la négociation est une compétence aussi importante que la technique ». On en est loin. Très loin. Mais il faut le redire, l'objectif n'est pas de la juger. On ne connaît rien de son contexte, la charge de travail. Bien sûr. L'objectif est de constater que sa pratique, telle qu'elle l'a décrit, est dénuée de processus réflexifs. C'est la photo d'un acte, pas la vidéo d'une pensée en mouvement. C'est vraiment éclairant. Cette analyse croisée permet de donner corps à un concept qui pourrait sembler abstrait. Le récit de l'infirmière, si factuel, devient le négatif parfait qui révèle en creux ce qu'est la réflexivité. C'est exactement ça. Ce n'est pas une compétence intellectuelle désincarnée, ce sont des étapes mentales concrètes qui font passer du statut d'exécutant à celui de praticien conscient. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde part du niveau 1. Il faut bien commencer par décrire les faits. Absolument, raconter est nécessaire. Le piège, comme on le voit ici, est de s'y arrêter.
C'est une zone de confort, parce que s'en tenir aux faits nous protège de l'incertitude. C'est moins coûteux émotionnellement? Beaucoup moins. C'est pour cela que la réflexivité est une compétence qui se cultive, elle n'est pas innée. Et les sources insistent sur le fait qu'elle est grandement facilitée par l'échange avec des pairs et surtout par un environnement de sécurité psychologique. Ah oui. On ne peut pas oser la vulnérabilité du niveau 3, la remise en cause de ses propres croyances, si on a peur d'être jugé, moqué ou sanctionné pour cela. Et ça nous amène à une question fondamentale qui dépasse largement le cadre de l'hôpital. Si ce fameux niveau 3 exige un climat de confiance pour exister, ça nous renvoie directement à nos propres cultures d'entreprise. C'est la condition sine qua non. Sans sécurité, pas de réflexivité critique. On reste au niveau 1 et 2, au mieux. Alors la question se pose, dans nos milieux professionnels respectifs, est-ce que la culture ambiante valorise et sécurise cette remise en question, ou est-ce qu'au contraire, elle nous pousse à faire comme cette infirmière, à simplement conclure que le travail était fait conformément au protocole? C'est toute la question. Une culture qui promeut la réflexivité, c'est une culture où un manager peut dire « Sur ce projet, je me suis trompé. Voilà ce que j'en apprends pour la suite. » Quand un leader montre cette voie, Il donne la permission aux autres de le faire. ça veut dire qu'on célèbre l'apprentissage issu de l'erreur plutôt que de chercher un coupable? Voilà. Ça passe par des débriefings qui ne sont pas des tribunaux, des espaces de parole où l'on peut dire « je ne sais pas » ou « j'ai un doute » sans perdre la face. C'est une culture où la performance n'est pas seulement jugée sur le résultat, mais sur la capacité à apprendre. Ce qui nous laisse avec cette pensée finale, nos organisations sont-elles des moteurs ou des freins à notre propre transformation? Est-ce qu'elles nous fournissent les outils et la sécurité pour gravir ces 5 niveaux, ou est-ce qu'elles nous encouragent, par leur obsession du contrôle, à rester prudemment au niveau 1, celui de l'exécution sans faille, mais aussi sans âme? La question reste ouverte.